Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque. Le débat va porter aujourd'hui sur la place des minorités dans la constitution burundaise. L'article 128 de la constitution burundaise stipule que le gouvernement burundais comprend le premier ministre et les autres. Il est ouvert à toutes les composantes ethniques et il comprend au plus 60% des ministres Hutus et 40% des Tutsis et qu'il est assuré un minimum de 30% de femmes. Pourtant, le Burundi reconnaît trois ethnies, des Hutus, Tutsis et Twa, même si dans cet article, l'ethnie des Twa n'apparaît nulle part. Ici, on se pose des questions. Pourquoi la représentation des Batwa n'est pas évoquée dans cet article comme c'est le cas pour les autres ethnies? Qu'en est-il des autres minorités? Le fait de coopter l'ethnie Twa au sein du Parlement donne quelle impression? Que faire pour que toutes les ethnies soient représentées de façon équitable dans la constitution burundaise? Voici les questions essentielles qui vont faire objet de notre débat mosaïque. Au micro, vous êtes avec moi, Vestine Boutoyi, avec trois invités sur le plateau. Et il y a Honorable Vital Bambanze, qui est le président de l'association Unissons-nous pour la promotion des Batwa, UNIPROBA en sigle. Monsieur Vital, bonjour et bienvenue. Bonjour, il faut rectifier, je suis directeur de l'Unisson pour la promotion des Batwa, mais pas président. Je vous remercie de l'invitation, surtout que le débat va porter sur la place des minorités dans la constitution de la République du Burundi. Il y a également Honorable Tassin Sibomana, qui est juriste et politicien qui suit de près les accords d'Arusha. Honorable Tassin, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour messieurs avec qui nous allons partager cette émission. Je salue également les téléspectateurs et ceux qui écoutent la radio et la télévision Isanganiro. Enfin, nous avons Anakle Nzohabonayo qui est le vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle. Monsieur Anakle, bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup pour cette invitation et merci aux téléspectateurs qui vont suivre notre émission. Et pour ouvrir le débat, la première question s'adresse à Honorable Vital Bambanze, qui est le directeur de l'association Unissons-nous pour la promotion des Batwa, UNIPROBA en sigle. Quel est votre point de vue par rapport à l'article 128 de la Constitution burundaise relatif aux composantes du gouvernement? Bon, moi, en tant que représentant des Batwa, je suis sidéré quand j'entends qu'il y a une constitution qui est censée être la loi fondamentale qui exclut une partie de la population. Donc, je pense que c'est une résultante de la façon dont on a considéré les Batwa depuis longtemps. Donc, c'est une marginalisation, une discrimination et une exclusion qui est constitutionnalisée et instrumentalisée par la loi fondamentale. Donc, je pense que la constitution de la République du Burundi pose ce problème et je pense que ça ne devrait pas être comme ça. Donc, nous pouvons, si on analyse les constitutions, comment elles ont été élaborées et votées, c'est que les législateurs ou les gens qui ont dirigé le pays quelquefois se taillent une constitution selon la place politique, selon le dirigeant. Et cette constitution, je pense qu'elle a été élaborée dans une période où on devrait voir et analyser les accords de paix d'Arusha, comment inclure tous les autres groupes, mais on a pensé que les Batwa ne sont pas des Burundais à part entière. Donc, à votre avis, cet article a quelle incidence sur la représentation des Batwa au sein du gouvernement? Bon, moi, je ne pense pas que ce soit seulement la représentation dans les institutions nationales.
mais plutôt la place des Batois au Burundi en tant que groupe de Burundi, en tant que citoyen à part entière. Donc la représentation, c'est quelque chose d'abord de reconnaître que les gens sont des Burundais à part entière. Est-ce que vous n'êtes pas reconnu? On n'est pas reconnu, parce que c'est clair, on a écrit 40% de Tutsis et 60% de Hutus. C'est-à-dire qu'il y a une exclusion totale des Batois. Pourtant, au sein du Parlement, on dit qu'il doit y avoir trois Batois. Bon, je pense qu'au niveau du Parlement, c'est un autre élément. Il y a le Parlement, il y a le gouvernement, donc l'exécutif, il y a donc les trois places, donc l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc, c'est-à-dire qu'au Parlement, oui, mais au niveau du Parlement et l'exécutif, au niveau du Burundi, qui prennent beaucoup plus de décisions. C'est ça la question. Donc, il ne faut pas aller en dehors de ce que nous vivons quotidiennement. C'est-à-dire que si on exclut les Batois au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire qu'on n'a pas des gens comme des gouverneurs, on n'a pas de directeurs généraux, on n'a pas vous avez un ministre. Bon, la ministre, je pense que c'est un cadeau que le président a donné. Parce que si il décide de l'enlever, il n'y a aucune loi qui la protège. Donc, c'est une volonté personnelle. Mais ça devrait être reconnu par la loi fondamentale. C'est-à-dire qu'on devrait avoir, si on a dit qu'il faut qu'on reconnaisse qu'il y ait une représentation des ethnies, c'est-à-dire qu'on devrait mettre les Batois et si on ne veut pas ainsi, on enlève la Constitution, on enlève les groupes ethniques. C'est tout comme ça, on saura peut-être, on ne sait pas, dire que tel ou tel autre a été nommé par les compétences personnelles et c'est ce qu'on veut. Honorable Tassin Sibomana, vous êtes juriste et politicien qui s'intéresse aux accords d'Arusha. À votre avis, d'où émane le contenu de cet article 228 de la Constitution burundaise? Oui, merci. Je pense que s'il faut lire l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha, je peux l'affirmer que l'article 128 tire sa source dans cet esprit et la lettre de l'accord d'Arusha. Parce que tout en n'étant pas là, tout en étant quelqu'un qui n'a jamais mis pied là-bas, ce temps-là, je pressens que les négociateurs se sont beaucoup penchés sur la genèse du problème burundais. Parce qu'effectivement, si on lit correctement l'accord d'Arusha, ils ont commencé à définir la nature du conflit burundais. Et les acteurs clés qui ont été identifiés étaient deux groupes ethniques, à savoir les Tutsis et les Hutus. Je pense que est-ce un piège, est-ce fait à dessein? Je pense qu'ils ont beaucoup été emportés par le souci de résoudre le problème qui s'opposait de façon récurrente entre principalement les deux groupes ethniques composant à la société burundaise. Mais dans ce cas, pourquoi l'omission des Batois? Je te le dis, et je peux même l'affirmer aujourd'hui. Est-ce que de ce temps-là, les conflits qui minaient le Burundi, qui avaient causé tant de morts, tant de dégâts, est-ce que les Toits avaient joué un rôle aussi fondamental que les Hutus et les Tutsis? À la limite, je peux parler du cas que je connais de 93. Il y a certaines provinces où les Toits ont excellé dans les massacres aux côtés des militants du Front debout. Il y a même d'autres où les Toits ont été neutres ou ont carrément été aux côtés des Tutsis. Ça dépend donc de l'entourage, de l'environnement. Tout cela peut avoir été à l'origine justement de cet oubli, s'il faut le dire. Honorable Bambanza, vous êtes du même avis que Honorable Tassin Sibomana? Personnellement, je suis fondé sur la question des droits de l'homme.
si jamais justement les Hutus et les Tutsis ont excellé dans les assassinats ou faire tomber le pays ou naviguer le pays dans les flaques de sang, ça ne devrait pas être une reconnaissance ou un remerciement par rapport au sang qu'ils ont versé des Burundais. Donc, qu'ils auraient tué des Hutus, qu'ils auraient tué des Tutsis, qu'ils auraient tué des Toits, pour moi, je pense qu'au lieu de les punir, on ne devrait pas leur... Qui ont été punis. Donc, les Hutus et les Tutsis, parce qu'ils ont tué des Burundais. Donc, on devrait d'abord punir... Même les Toits ont tué, ne t'en fais pas. Oui, donc le Toit qui a tué devrait être puni par la loi. Ça, oui. Donc, si on dit que c'est par rapport au conflit qu'on a décidé pour dire 60%, 40%, ça ne devrait pas être ainsi. Donc, on devrait d'abord bâtir une constitution sur un Burundi que personne n'aimerait voir. C'est-à-dire un Burundi dirigé par des personnes avec des mains propres, pas avec des personnes qui ont tué des Burundais. Donc, même dans la Constitution, il y a dans les annexes, on parlait qu'on devrait partager les 40% entre les Batois et les Tutsis. Donc, les minorités devraient partager les 40%. Mais parce que les Batois n'étaient pas à Arusha, parce que les Batois étaient vus, justement, comme Tansel le dit, étaient vus comme des personnes qui sont pacifiques, qui vont attendre. On a donné tout simplement aux Tutsis, sans dire que les Batois sont là. Donc, alors, depuis 2005 jusqu'à actuellement, où est-ce que vous étiez? Nous, les Batois, justement, Tansel a très bien épinglé. Donc, les Batois sont déjà pacifiques. Il faut qu'on fasse une constitution qui va diriger le Burundi pour que tout le monde se sente bien à l'aise. Et je suis sûr que les générations à venir des Batois vont se lever pour dire non à cette discrimination. Honorable Tassian Sibomana, honorable Bamans, vous avez d'évoquer la question des minorités. Est-ce qu'il y a d'autres minorités ici au Burundi? Oui, ça en est plein. Il ne faut pas justement penser que les minorités ne sont que ethniques, même si le qualificatif d'ethnie soulève des controverses au niveau des anthropologues ou des historiens. Je ne vais pas me lancer dans ce débat. Mais s'il faut parler de minorités, il y en a beaucoup. Ça dépend des circonstances, ça dépend de la période. Laissez-moi, ok, vous allez parler de la minorité des Toits, moi je vais parler des minorités de façon générale. D'ailleurs, pour preuve, on se réfère à la Constitution. Qui sont-elles? La Constitution de 2018 a changé fondamentalement celle de 2015, de 2005, précisément le 5 mars, qui avait quand même donné une définition plus large des minorités. Vous savez, quand on vient d'organiser des élections, il y a ce qu'on appelle les minorités politiques, donc qui n'ont pas gagné les élections. Ça, ce sont des minorités politiques. Il y a des minorités religieuses, il y a des minorités ethniques. Donc, aujourd'hui, tu peux te retrouver de la majorité parce que tu as gagné les élections. Demain, tu te retrouves de la minorité. Quand on parle des minorités ethniques, quelles sont ces ethnies qui sont oui, les minorités, c'est par rapport au nombre. Si les nombres qui sont avancés et par les colonisateurs et par les tenants de cette idéologie, il y a un groupe ethnique qui est majoritaire au Burundi, il y a d'autres qui sont moins nombreux. On dit que les Hutus sont majoritaires. S'il faut parler en termes de nombre. Les Tutsis peuvent suivre de façon numérique en termes de nombre. Les Toits viennent peut-être en troisième, je ne sais pas. Alors, s'il faut me limiter à ce qualificatif de minorité ethnique, on peut parler de ces trois. On a clé à Nzohabonayo.
Vous êtes le vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Quelle est votre analyse par rapport à l'article 128 de la Constitution burundaise? Merci de la question. L'article 128 qui consacre les quotas ethniques au niveau du partage des pouvoirs, je crois qu'il faut situer ça dans le contexte historique, l'origine. Alors, l'origine, ce sont les accords d'Arusha. Il y avait la préoccupation de régler la question des discriminations que certains groupes ethniques, notamment les Hutus et les Twa, subissaient de la part des tenants du pouvoir et qui avaient beaucoup contribué dans le déclenchement de la guerre de 1993. Il fallait alors chercher des garanties qui puissent être prises pour que effectivement cette discrimination puisse cesser, pour qu'il y ait une représentativité au niveau des composantes de la communauté burundaise. Ouais. Quand on dit que le gouvernement est ouvert à toutes les composantes ethniques et qu'on ne cite que les Hutus et Tutsis, alors qu'il y a également les Batwa, ça signifie quoi en matière des droits de l'homme? Je crois que avant de dire peut-être ce que ça signifie en matière de droits de l'homme, c'est peut-être une bonne idée d'expliquer pourquoi en fait on a seulement cité les Tutsis et les Hutus et en partageant soigneusement les quotas. Ici, c'est qu'à l'époque, les accords d'Arusha voulaient régler un problème dont les belligérants essentiels étaient représentés par les deux communautés visées dans cette constitution. Donc au départ, il fallait d'abord résoudre ce conflit-là qui s'opposait entre les deux communautés. Et donc la population Batwa qui était là, supposée pacifique ou non, eh bien n'a pas pris une part active dans le conflit de 1993. Voilà pourquoi je me dis qu'ils n'ont pas été tenus en considération. Voilà. Mais du point de vue droit de l'homme, je pense qu'on peut quand même regretter qu'on ait ignoré quand même une composante de la société burundaise, dans la mesure où on reconnaît l'existence des Batwa. Si bien même ils ne faisaient pas partie des belligérants actifs lors du conflit, il fallait s'attendre à ce que c'est une part du gâteau, je dirais, national qui était en train d'être partagé et qu'il fallait envisager ça. Mais comme on le sait, les forces en présence à ce moment-là ne militaient vraiment pas en faveur de leur inclusion. Pourtant, les femmes ont été représentées au minimum de 30%. Et pourquoi la représentation des femmes dans cet même article? Oui, je crois que on a voulu tenir compte, de l'impact de la guerre, de l'impact des discriminations que subissaient justement les femmes lors de cette guerre, parce que les femmes se sont trouvées au centre du conflit. Est-ce que les Batwa étaient épargnés pendant la guerre? Bon, les Batwa, tout comme tout le monde, n'étaient pas épargnés. Mais comme leur rôle leur présence a été toujours effacée,
Et bon, on se disait, bon, voilà, on peut mettre de côté la question des Batois de toutes les façons. Maintenant, ça ne s'oppose pas avec beaucoup d'acuité, mais régler ces questions d'inclusion des femmes à raison du rôle que nous avons vu et qu'ils étaient plutôt capables de jouer, et comment ces femmes pouvaient être en premier impactées justement par la guerre. Et on se disait, on veut aller de l'avant, et si on veut aller de l'avant avec le développement et le règlement de ces questions, il faut nécessairement associer les femmes. Honorable Vital Bambanze, est-ce que lors du processus des accords d'Arusha, les Batois étaient présents? Bon, moi, je pense que, comme je le disais tantôt, la constitution burundaise était une démonstration de la discrimination. D'abord, je pense qu'il n'y a aucun moteur qui a été actif dans les négociations d'Arusha. Je me souviens que Honorable Libérat, qui était la seule parlementaire à l'époque, aurait été là-bas, mais elle était comme observatrice, donc elle n'avait pas droit de prendre la parole pour dire, voilà, nous, les Batois, nous avons besoin de ceci ou cela. C'est, je pense, même les 3 places à l'Assemblée nationale et 3 places au Sénat, ça aurait été dit par Mandela quand il a visité le Burundi et qu'on lui a dit qu'il y a un autre groupe qu'on appelle Batois. Il a proposé, est-ce que vous pouvez l'inclure dans les organes de décision? Et les Hutus tous ont dit, ok, on va leur donner 3 places à l'Assemblée nationale. Et donc, ce n'était pas quelque chose qui avait été négocié. Donc, c'est une continuation de comprendre que, donc, même si les Batois ne participent pas, donc nous, les Hutus et les Tutsis, nous allons décider à leur place, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, moi, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que cette constitution va être toujours changée selon la volonté de tel ou tel autre dirigeant, ou on devrait avoir une constitution stable, donc qui dirige les Burundais d'aujourd'hui et les Burundais de demain. Donc au Burundi aussi, on devrait avoir une constitution qui ne devrait pas être lue ou vue ou être changée par tel ou tel autre, parce que on veut revoir les histoires ou se venger contre tel ou tel autre. Donc je pense que maintenant au Burundi, si on analyse bien, quand il est au pouvoir, il veut se venger contre l'autre. C'est-à-dire que après avoir écouté les discussions qu'on a entendues avec la constitution actuelle, on dit donc nous qui sommes au pouvoir, nous n'étions pas à Arusha quand ils ont mis en place cette constitution. Donc les Frodebu et les Zipronistes, ce sont eux qui ont fait la constitution de 2005, selon ce que j'ai entendu et selon ce que j'ai vu. Mais pourtant, tous les Batois ont été amenés à voter pour la constitution actuelle. Et pourquoi vous avez accepté? Moi, je n'ai pas voté pour cette constitution, je n'étais pas là. Et heureusement que vous avez au moins ces 3 Batois au sein de l'Assemblée nationale et même au sein du Sénat. Est-ce que le fait de coopter les 3 ou un autre groupe minoritaire dans le gouvernement ou parlement, ça donne quelle image? Bon, je pense que la cooptation ne concerne pas les Batois essentiellement. Parce qu'il y a l'analyse de la représentativité de tous les groupes ethniques sans exclure les femmes. Comment résoudre les questions qui minent le développement socio-économique des Batois? Parce que moi, même si je ne suis pas à l'Assemblée nationale, si je ne suis pas au Sénat, mais que je suis bien à l'aise, que je suis respecté dans mes droits, je ne pense pas que j'aurais aller courir pour être membre de l'Assemblée nationale, même au gouvernement. C'est question de régler les conditions de vie socio-économique de tous citoyens burundais. Parce que je pense que la question n'est pas pour les Batois seulement. C'est la question d'être dirigé, la question d'être représenté pour d'abord mener une vie saine au niveau de son pays. Monsieur Honorable Tassin Sibomana,
Le fait de coopter un groupe minoritaire donne quelle impression? Je commence d'abord par saluer l'analyse de M. Bambanz, l'honorable Bambanz. Et voilà pourquoi, avant de venir à cette émission, j'ai posé la question de ne pas se braquer sur une telle ethnie ou telle autre, mais de parler de la problématique de la représentation des minorités. Effectivement, ça doit être un piège même au sein de l'accord d'Arusha et qui s'est avéré une réalité par la suite des événements. Quand on vous dit vous avez 40% ou 30% ou 3 personnes qui vous représentent, qui devraient procéder à la désignation de ces représentants de la communauté, qu'elle soit Batois, qu'elle soit Tutsi ou Hutu ou autre. Je me rappelle bien, ce n'est plus un secret, que Dieu ait son âme. J'ai posé la question à feu président Bouyoya. J'étais jeune procureur quand il était venu expliquer les principales clauses de l'accord d'Arusha à Gitega. Je me rappelle bien, les gens me prenaient pour un procureur téméraire. Je lui ai posé la question, Excellence, Monsieur le Président, est-ce que maintenant vous avez encore l'attitude de nommer des ministres, Tutsi ou Hutu, sans vous référer à leur communauté d'appartenance? La question semblait ne pas intéresser beaucoup. Alors quelle a été la réponse? Mais la réalité, ça se pose maintenant. Et voilà comment Bambanz se pose la question. Qui doit coopter ces bateaux? S'il faut coopter. S'il faut désigner les Kalans, tous les qui ne sont même pas, ceux qui ne sont même plus une préoccupation du pouvoir, qui doit désigner ces Tutsis qui représentent les Tutsis? Qui doit désigner ces Hutus qui représentent les Hutus? Voilà le nœud du problème. Donc, c'est pour vous dire, la CENI qui est censée coopter, et les 3 ou les autres, n'est pas une CENI indépendante. C'est pourquoi je dis, le CNDD-FDD qui coopte un Toi X, ou un Tutsi X, ou un Hutu X, il le coopte pour son intérêt, pas pour l'intérêt de la dite communauté. Donc, les minorités dont on parle ne sont pas représentées. Je vais aller directement aux clauses de la Constitution. Voilà pourquoi même la volonté politique a été manifeste quant au refus de la représentation des soi-disant minorités. Monsieur Anakle Nzohabonayo, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, quel est votre point de vue par rapport à la cooptation des groupes minoritaires au sein du gouvernement ou du Parlement? Bon, notre avis, comme je l'ai dit tantôt, en tant que militants des droits de l'homme, nous insistons sur le fait qu'il y ait une représentativité pour toutes les couches de la population. Donc la question de cooptation, si on n'entrait pas dans les détails techniques, comment est-ce qu'elle est réglée, pour nous, c'est une bonne chose si et seulement si il n'y a pas d'autres mécanismes par lesquels on pourrait passer pour faciliter, pour favoriser l'inclusion de toutes les composantes de la communauté burundaise. Vital Bambanz, la mise en application effective de cet article 128 de la Constitution burundaise engendre quelles conséquences sur la vie des Burundais? Bon, je pense que les conséquences sont visibles. C'est d'immédiat l'absence totale de débattoir dans les instances de prise de décision. Les décisions qui sont prises, je pense que c'est l'origine même du conflit. C'est le partage équitable des biens de la nation. La République, c'est quoi? C'est la République, la chose publique. Donc si on a mal commencé, c'est-à-dire que la République devrait être la chose publique. C'est-à-dire la publique, c'est le Burundi, Hutu, Tutsi, femmes, albinos, handicapés, qui doit être protégé. Donc cette loi-là fondamentale devrait d'abord protéger
les moins nantis. Donc, on a pensé aux femmes, et je suis fier de ça. On a oublié totalement d'autres groupes. Et moi, quand on parle de minorités, il y a d'autres minorités qui ne sont même pas visibles. Il y a des personnes qui vivent avec handicap. Il y a des personnes, des albinos, qui sont beaucoup plus victimes de violations de droits de l'homme. Ces gens-là devraient être tenus en considération dans des instances de prise de décision pour qu'ils puissent parler pour le bien-être de tout Murundi. Donc, les conséquences de cette constitution-là, c'est la mauvaise gestion de la nation. C'est-à-dire que le Hutu, quand il est désigné pour être là comme Hutu, c'est-à-dire qu'il va penser beaucoup plus à son ethnie. Le Tutsi qui est là, qui est désigné comme Tutsi, il va beaucoup plus penser à son ethnie. Et les décisions qui vont être prises, on va dire, toi tu es Hutu, vous avez déjà eu vos parts, vous êtes des Tutsis, vous avez eu vos parts, donc allez vous taire. C'est-à-dire que même ces Tutsis-là qui sont au pouvoir, ces Hutus qui sont au pouvoir, vont d'abord ne pas penser à la République, donc la chose publique, vont d'abord penser aux places qu'ils occupent dans les instances de prise de décision et les avoirs qu'ils ont là-bas. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup aux avoirs que penser à la nation. Donc on devrait d'abord se dire, si nous sommes des dirigeants, nous dirigeons qui? Donc nous sommes tenus, donc les dirigeants sont tenus à être cotés, à avoir des points de la population qui les dirige. C'est-à-dire amener le Burundi vers le développement de ses fils et de ses filles. À votre avis, la présence de ces quotas ethniques dans cet article de la Constitution burundaise n'amène que des inconvénients au lieu des avantages? Moi, je pense que justement, comme je le disais, quand on est nommé et qu'on se voit beaucoup plus dans la casquette de son groupe ethnique, c'est-à-dire qu'on agit beaucoup plus vers cette casquette. Mais si on était nommé ou si on était désigné dans la casquette de citoyen burundais, on penserait beaucoup plus aux autres citoyens burundais. Je voterai pour une constitution inclusive qui reconnaît tous les groupes ethniques, mais ces groupes ethniques qui se voient dans l'image du citoyen burundais. Même question pour vous, honorable Tassin Sibomana. La mise en application effective de cet article 228 de la Constitution burundaise a quel impact sur la vie du pays? Vous parlez de la mise en application ou de la non-mise en application? La mise en application effective, telle que l'article est construit. Malheureusement, elle n'est pas mise en application. Malheureusement, comment? Parce que même ces quotas dont on parle ne sont pas respectés. Comment les quotas ne sont pas respectés? Je te le dis. Alors que même au niveau des ONG internationales, on oblige qu'on respecte les 60% pour Hutu et maximum 40% pour Tutsi. Dans les services publics, ce n'est plus une préoccupation du pouvoir. Donc, vous comprenez que là où la loi l'exige, ces quotas ne sont pas respectés. Mais là où la loi ne s'y réfère même pas, l'accord d'Arusha ne s'y réfère même pas, on exige qu'on respecte l'accord. Alors qu'on le viole impunément, là où il devrait être de stricte application. Donc, vous vous basez sur quoi pour dire que l'article n'est pas respecté au sein du gouvernement, dans la mise en place des organes et dirigeants? Vous croyez que le gouvernement se limite au niveau des ministres? Services parapublics, publics, vous les mettez où? Si ce n'est que les ministres, on peut en faire 4 aussi du CNDD-FDD ou 3 du CNDD-FDD, on peut les prendre comme on veut. Est-ce que tous ces CNDD-FDD ne sont pas des Tutsis? Je vous ai dit dès le départ, ils ne vont pas là-bas pour représenter leur groupe ethnique. Ils vont là-bas comme grands militants, et même plus militants que les autres, du parti au pouvoir. Encore une fois, les preuves sont surabondantes. Alors, si l'article était appliqué de façon effective,
ça pourrait quand même résoudre pas mal de problèmes. Parce que tout cela est né justement de l'analyse qu'ont faite les négociateurs et signataires de l'accord d'Arusha, dans le sens de dire quelle est la genèse du conflit burundais. Toutefois, les trois Quels seraient sont les discriminés, non? principaux acteurs? Je reviens à ce que je disais tantôt à l'ouverture de l'émission, et mon ami de la CNDH en a dit un mot, les principaux acteurs du conflit qui étaient identifiés, Les assassins. c'était pour votre information, comme ça vous allez garder une attitude plus positive. Donc si l'application était effective, ça pourrait résoudre pas mal de problèmes. Et Parce que créer d'autres. justement, on a identifié les acteurs principaux des différentes crises. Je concède l'approche de Bambanzi. Ils peuvent avoir été qualifiés d'auteurs à tort ou à raison. Mais la triste réalité, c'est là. Ils ont été identifiés comme les principaux acteurs. Donc, sur ce, je ne peux pas polémiquer là-dessus. Et l'omission de débattoire ne cause aucun souci. L'omission de quoi? Débattoire ne cause aucun souci Pour si l'article reste comme ça. Si je t'ai dit que l'accord d'Arusha étant invention ou convention interburundaise, elle est perfectible. Si en 2008, quand ils ont signé l'accord d'Arusha, les Batois ne représentaient pas une menace et qu'aujourd'hui, les Batois s'avèrent une menace, l'accord d'Arusha peut être amélioré. Mais malheureusement, même ceux qui avaient identifié lors de la signature et des négociations de l'accord d'Arusha comme étant des acteurs clés, maintenant, cette réalité n'est plus tenue en compte. Les compromis de l'accord d'Arusha ont été mis à rude preuve, et c'est au profit de la réconciliation tant recherchée. Et c'est au profit de la bonne gouvernance politique, économique et sociale. Non du tout. Est-ce qu'ils vont se soucier plus des Batois, alors que même les Tutsis sont devenus la risée maintenant? Voilà, quand il y a manque de volonté politique, de garder cet élan d'inclusivité, de lutte contre les raisons qui nous ont fait perdre beaucoup de Burundais, qui nous ont fait pleurer pendant des années, je ne vois pas comment les trois peuvent être plus entendus que les autres. Monsieur Anaclean Zohabonayo, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, et la mise en application de cet article 228 de la Constitution burundaise tel qu'il est aurait quel impact sur la vie du pays et des citoyens en particulier? D'abord, il faut dire qu'au-delà des arguments de mes collègues ici avec lesquels nous sommes en train de débattre, à la perspective des droits de l'homme, nous pouvons regretter une chose. Et la chose que l'on peut regretter, c'est quoi? C'est d'appréhender la question de discrimination sous angle uniquement représentation politique et non pas mettre l'accent sur les intérêts, sur la discrimination qui touche les communautés là en bas. Là, c'est le problème fondamental. Et alors, nous nous disons, est-ce que dans ces quotas, il ne faudrait pas éviter le piège de les concevoir comme des solutions de traitement plutôt que des solutions pour prévenir? Et alors, moi je dis, plutôt que de continuer à traiter seulement, il faut prévenir. Honorable Ambanza a bien dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Et c'est laquelle? C'est justement le sort de ces communautés. Celui-là, c'est un moutoir qui est là. Alors, maintenant, est-ce que ceux qui sont là représentent réellement les intérêts de ces populations-là? Nous suivent, ça c'est une autre chose. Mais on le dit quand même. Alors, il faut développer ces programmes d'inclusion. Il faut développer une bonne gouvernance qui met en place des outils qui vont produire des impacts là au niveau de nos souches les plus démunies. Et ces programmes-là, il y en a. Si tout le monde a un accès à l'emploi,
Je rappelle que le débat mosaïque continue sur Isanganiro. Il est centré sur la place des minorités dans la constitution burundaise. 3 invités sont toujours avec nous. Il y a Honorable Vitale Bambanze, qui est le directeur de l'association Unisono pour la promotion des batois, Uniproba en sigle. Il y a également Honorable Tassin Sibomana, qui est juriste et politicien qui s'intéresse aux accords d'Arusha. Et enfin, Anaclen Zohabonayo, il est le vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle. Alors, pour tous ces inquiétudes et défis déjà relevés, que faire pour que toutes les ethnies soient représentées de façon équitable dans la constitution burundaise? À vous, monsieur Honorable Tassin Sibomana. Je vais le dire de façon très simple. Il faut d'abord que l'accord d'Arusha soit respecté dans les dispositions phares qui avait milité pour le bannissement de l'exclusion, des génocides et des guerres contre l'humanité. Respecter alors qu'il y a ceux qui ont Non, je vais y arriver. La base, c'est ça. S'il faut des corrections, je n'ai jamais refusé qu'on améliore l'accord. Mais on ne peut pas l'améliorer en ayant ses fondements. Il faut d'abord que les fondements de l'accord soient bel et bien respectés. En plus, s'il y a des améliorations à faire, les Burundais sont encore là pour en parler. On milite pour la réévaluation de l'accord d'Arusha. Qui dit réévaluation dit qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Nous sommes d'accord avec ça. Mais vous croyez que le système qui nous gouverne aujourd'hui est d'accord, alors qu'il nie le fondement même et les fondements même de cet accord. C'est pourquoi je me suis posé la question. Est-ce que réellement ils vont comprendre les sollicitations de la communauté des Batois en ayant nié même les fondements de base de cet accord? Je vous donne un exemple. Alors, s'ils ont nié ce fondement, pourquoi l'existence de cet article qui se réfère aux accords d'Arusha? Je dois vous le dire sincèrement. Si vous regardez les visas de la Constitution de 2018 et que vous comparez avec les visas de celle de 2005, vous allez remarquer que la négation commence par là, au niveau des visas. Et vous allez dans les 2 autres dispositions qui parlent de la nomination des membres du gouvernement, de leur remplacement, de l'émission des vice-présidents de la République. Aujourd'hui, on a préféré en désigner un seul qui n'a aucune attribution. Je suis désolé de le dire. Même si on supprimait ce poste... De le répéter plutôt. De le répéter. Même si on supprimait ce poste de vice-président, le Burundi n'en souffrirait guère. Parce qu'aujourd'hui, c'est un poste qui ne bénéficie que des émoluments, que des salaires et des frais d'intendance, alors qu'il n'a aucune attribution constitutionnelle. Ça, c'est un fait. Il est différent il vient dans le technique qui est différent de celui du président. Pour représenter voilà pourquoi il n'a pas d'attribution constitutionnelle. Pour représenter les voilà pourquoi il n'a pas d'attribution constitutionnelle. Et voilà pourquoi je te démontre que il fait une chose de son contraire. Il écrit l'article 128, mais dans les faits, il y a d'autres dispositions qui démunissent, s'il faut appeler le chien par son nom, de toute compétence. Soyez bref. Donc, ces dispositions qui parlaient justement des modalités de lutte contre l'exclusion, qui parlaient finalement d'un climat d'une bonne gouvernance politique, économique et sociale, et on ne peut pas nier l'inclusivité. Toi, tu dis, quand mon ami de la CNIDH, il souhaite que les gens aient accès à l'emploi et les mêmes droits. Quand vous niez à une communauté d'être représentée, comment vous allez garantir l'accès libre et équitable à d'autres emplois de la fonction publique? Ça ne va pas de pair. Vous niez déjà la base et vous croyez que le secondaire, c'est ça que vous allez renforcer? Non. Passons la parole à c'est une conséquence logique. Vitale Bambanze.
qu'est-ce qui devrait être fait? Non, j'ai oublié de vous dire. Donc, j'ai parlé de l'accord d'Arusha qui devrait être respecté. Oui. De nous asseoir ensemble pour voir ce qu'il y a à améliorer. Et le cas des Batois serait parmi les améliorations à faire. Si maintenant, on trouve que c'est un des acteurs clés qui peuvent causer le tort au pays, comme ça a été le cas pour les Hutus et Tutsis, il faut trouver une solution à cela. C'est pourquoi, même aujourd'hui, on demande qu'il y ait une séance des politiciens. Selon vous, honorable Tassien Sibomana, on doit attendre qu'il y ait tort pour qu'on corrige une erreur? Non, justement pas. C'est pourquoi je demande qu'il y ait un cadre d'évaluation. Je n'en ai que faire. Il faut que tout ce monde-là soit issu du CNDD-FDD pour penser CNDD-FDD plus que les Hutus qui sont membres. Mais ils sont des Tutsis quand même. Mais ils sont des Tutsis quand même. Heureusement que tu l'avais dit. Est-ce que les toi qui sont coptés pensent toi ou pensent CNDD? Mais quand même, il y a quelquefois par où on se retrouve et nous sommes des Batois. Moi, je ne me retrouve, ils ne se retrouvent nulle part. Les Tutsis qui sont CNDD, on se retrouve nulle part. Pourquoi? Si dans une affaire sociale, on peut se rencontrer dans une levée de deuil. Les Tutsis qui sont au ça sein va, du parti ça va. CNDD-FDD. Mais pour d'autres intérêts, soi-disant qu'il va défendre les aînés de Tutsis. On se retrouve. Mais à vous écouter, il faudra peut-être attendre la venue d'un Tutsi idéal. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il va venir, ou la venue d'un toi idéal qui ne soit pas... Non, c'est pas... Non, monsieur Tassé, ce n'est pas une question d'être porte-parole. Il y a des Tutsis avec qui on avait fréquenté l'école ensemble. On ne peut pas... Avec qui on se connaît. Ce sont ceux qui sont Tutsis, les vrais Tutsis. Non. Vous disiez maintenant qu'ils sont basculés au CNDD. Vous croyez qu'ils se rappellent qu'on est des amis d'enfance à l'école? Ok. Question à vous, monsieur honorable Vital Bambanze. Que faire pour que la représentation de toutes les ethnies soit une réalité au sein de la Constitution burundaise? Moi, j'écoute souvent les discours de son Excellence, le président de la République. Souvent, il a dit que les Hutus et les Tutsis ont été injustes envers les Batois et qu'il faut chercher des réparations à ce groupe ethnique. À cause des torts qui ont été mis sur le groupe des Batois. Je l'ai écouté un jour quand il disait que quand tu peux passer par une communauté, on va dire je suis passé chez les Batois, mais on ne dira pas que je suis passé chez les Hutus et les Tutsis. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une conception et une image qu'on s'est faite de groupe de Batois comme des personnes inférieures. Avec étiquette. Inférieures. Quand on allait à l'école, directement quand tu parles, on dit ah c'est un Moutois. Même le maître qui nous enseignait nous appelait dans le nom de notre groupe ethnique alors qu'on s'appelait qu'on avait des noms qui sont écrits dans le journal de l'école. Mais on t'appelait Moutois. On ne s'asseyait pas avec les autres enfants. On ne buvait pas l'eau de la fontaine avec les autres enfants à l'école. On ne jouait pas. On était marginaux. Donc nous qui sommes ici, des Batois, qui pouvons parler le français, qui pouvons être dans ce débat ici, nous ne sommes que des rescapés du système de marginalisation, de discrimination et d'exclusion. Qu'est-ce qui devrait être fait? Qu'est-ce qui devrait être fait? Les Français ne sont que des rescapés, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en parlent pas. Même vous n'avez jamais été battu parce que vous êtes Tutsi. On a été exterminés parce qu'on est Tutsi. Tu parles de bastonnade parce que vous aviez tué un président de la République. Est-ce que le président de Karosé avait tué un président? Donc moi ce que je disais, voilà la banalisation et la globalisation qu'il faut éviter. Attention, il faut m'écouter. En fait, ce que nous avons besoin, ce n'est pas un Burundi dans Hutu, dans Tutsi, dans toi. C'est un Burundi de tous les citoyens burundais et un Burundi où un étranger aimerait vivre. Donc que faire?
Donc il faut qu'on change, d'abord qu'on fasse une analyse de tout ce qui a été fait de négatif sur toutes les filles, tous les fils de la nation, pour qu'on puisse bâtir un Burundi sans cette qualification d'assassin. Un Burundi où les Hutus sont jugés comme des Burundais qui développent le Burundi, des Burundais qui sont des Tutsis qui veulent développer des Hutus et des Tois qui veulent développer le Burundi. Donc un Burundi où on n'a pas besoin de lire l'article 128. Quand je vais à Kirundo, quand je vais à Karuzi, qu'on me voit comme citoyen et que je parle au nom de tous les citoyens burundais. Donc, c'est-à-dire que ce qui devrait être fait, c'est-à-dire qu'il faut qu'on, me l'a dit Tassien, il faut qu'on se fasse l'idée de qui doivent diriger le pays. Et que ce dirigeant sache bien qu'il dirige pour l'intérêt de la nation. Pas pour les intérêts de Bambaz, pas pour les intérêts de Tassien, pas pour les intérêts de Anaclé. C'est-à-dire que ce qui doit. Donc les politiciens devraient penser beaucoup plus aux générations futures. Parce que nous allons mourir bientôt. Mais il faut que derrière nous, on laisse des traces positives. À vous, Anaclé Nzohabonayo, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et CNIDH, qu'est-ce qu'il faut faire pour que toutes les couches soient représentées au sein de la Constitution burundaise? D'abord la violation des droits de l'homme, c'est leur mission, madame. Il n'est pas politicien. Il défend les droits de l'homme. Il faut d'abord qu'il demande. Monsieur Tassé, laissez-lui la parole. Monsieur Tassé, je crois que. Comme ça, il aura garanti vraiment la. Je crois qu'ici, nous sommes en train de débattre d'une question. Bientôt, il y aura un mouvement au niveau de la CNDH, je pense. Bon, si vous en êtes averti. Si le militant du CNDD, pourquoi pas. Mais s'il n'est pas militant du DD, il ne saura jamais parce qu'il est moto. Bon, alors, ce que j'estime être une bonne solution, pour moi, ce n'est pas ces quotas. Pourquoi? Parce que après 20 ans, la situation a tellement évolué. Et pourtant, on reste dans cette situation. Oui, on reste dans cette situation. Il y a toujours des questions. Cette situation ne va jamais terminer parce qu'il est question de partage des ressources publiques. Et alors, il faut que tout le monde y ait accès. Comment? Comment justement? Je ne crois pas que c'est par la cooptation ou les quotas que l'on va arriver à impliquer tout le monde, à tenir compte de tout le monde dans le partage des ressources du pays. Moi, je pense plutôt que nous, au niveau de la CNDH, on met toujours l'accent sur les questions de bonne gouvernance. Promouvoir la bonne gouvernance, où le peu qu'il y a, ou beaucoup qu'on trouve, on puisse mettre en place des mécanismes qui garantissent la participation de chaque Burundais jusqu'au bas niveau. Et de cette manière-là, on voit qu'il y a l'équité, il y a la justice. Les quotas, on sait, mais vous imaginez que nous participons dans une compétition avec M. Tassien. J'ai 90%. M. Tassien a 100% et on retient à Anaclé 90%. C'est ce qui a été le cas chez vous. 90%. Au niveau de votre équipe alors que effectivement, M. Tassien a été plus brillant que moi. Ce sont les résultats contradictoires de l'application en fait de ce système-là. Et alors, on se dit, comme les autres intervenants, il faut évaluer objectivement, passer au point toutes ces questions, c'est-à-dire
qui doit désigner cet outil et ces tout et ces toits idéal qui vont représenter réellement les intérêts de leur communauté et non les intérêts de ceux-là qui les ont désignés. Et aborder ces questions, est-ce que ces quotas ethniques, est-ce que c'est une solution ou c'est un problème? Mais moi, je vois beaucoup plus que ça commence à être un problème plus qu'une solution. Parce que ça avait d'abord été envisagé comme une solution, mais on a oublié qu'à force de rester sur la solution, on va oublier de prévenir, de mettre en place des mécanismes de prévention pour pouvoir empêcher la discrimination de continuer à grandir, de continuer à naître pour qu'on soit toujours dans cette logique de solution au lieu d'avancer. Voilà. Et voilà, alors c'est par vos interventions que nous mettons un point final à cette émission Mosaïque qui était centrée sur la place des communautés minoritaires au sein de la constitution burundaise. Sur le plateau, nous étions avec 3 invités. Il y a Honorable Vital Bambanze qui est le directeur de l'association Unisono pour la promotion des Batois, Uniproba en sigle. Merci de votre participation. Merci de l'invitation et je suis content de ce débat parce que je pense que ça va rappeler aux gens que les Batois sont des Burundais à part entière et qu'ils doivent être représentés d'une façon effective et que nous avons besoin d'un Burundi qui reconnaît la place de tout le monde. Merci également à vous, Honorable Tassin Sibomana, juriste et politicien qui s'intéresse aux accords d'Arusha. Merci de m'avoir invité. Je remercie les gens avec qui nous avons partagé l'émission. Je remercie aussi les auditeurs et les téléspectateurs de la RT, de la radio-télévision Isanganiro. Je termine en disant que il ne faut pas songer à améliorer, mais alors que les fondamentaux de l'accord d'Arusha sont déjà battus en brèche. Je propose plutôt qu'on fasse une bonne séance et un cadre approprié d'évaluation de l'accord d'Arusha pour qu'on y apporte des améliorations nécessaires et qu'on réinsiste en application des fondamentaux qui avait suscité tant d'espoir chez le peuple burundais. Merci enfin à vous, Anakle Nzohabonayo, vice-président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Merci d'abord pour l'invitation. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. C'était un débat intéressant et qui nous a permis de discuter, de faire le tour de table sur cette question de quotas. Et nous pensons que les quotas ont été intégrés dans les constitutions comme un moyen pour solutionner les problèmes du moment qui s'opposaient relativement à la discrimination. Sans que ces problèmes soient complètement terminés, il faudrait penser quand même à un traitement préventif et non pas rester uniquement dans le mode curatif. Merci. Au revoir. Restez branchés sur Isanganiro, les programmes continuent. Mosaïque. Mosaïque.